Bonjour à tous. La problématique que j'ai à traiter est une problématique assez riche puisqu'il s'agissait de comparer la question du genre et de la migration en France et en Grande-Bretagne. Et j'ai saisi cette opportunité pour poser la question et la comparaison entre ce qu'on appellerait les approches dites égalitaires, qui ont plutôt caractérisé la France et les organisations françaises pendant une trentaine ou une quarantaine d'années. On va dire que ces 5 dernières années, il y a des efforts qui ont été faits, et j'en reparlerai. Et les approches dites diversitaires, j'utiliserai un néologisme parce que il y a beaucoup de sociologues qui disent que utiliser le terme diversité d'un côté et le terme égalitaire de l'autre, ce n'est pas honnête et qu'il y a bien entendu un déséquilibre essentialiste. Donc les approches dites diversitaires, qui sont plus le fait de la Grande-Bretagne depuis les années 80 et qui ont même eu une répercussion au niveau des institutions. Donc ça me permet peut-être de synthétiser un certain nombre de points qui ont été préalablement abordés et surtout de faire un bilan peut-être assez sombre pour ce qu'on appellerait des populations doublement discriminées, femmes et immigrés. Et au regard de ce bilan assez sombre que je vais réaliser, poser la question des objectifs ultimes en termes épistémologiques, mais même en termes sociologiques, des approches dites identitaires et diversitaires, et se demander si elles n'instrumentalisent pas l'identité comme un moyen, et qu'elles ne désignent pas l'identité comme une hypothèse, ou qu'elles oublient de désigner l'identité comme une hypothèse ou une opportunité, qui serait peut-être une piste pour renouveler ou refonder des approches qui permettent à l'origine de vivre la différence. Alors, bien entendu, ce terme, je l'ai lu très peu dans la revue de littérature que j'ai faite. Vivre les différences dans la modernité, pas dans la postmodernité, c'est emprunté, bien entendu, aux cultural studies, c'est-à-dire le management en parle peu, et j'en viens d'ailleurs des cultural studies. C'est fondamentalement... il y a une double approche, elle a été égalitaire et elle est issue, si on s'en rappelle, de la Déclaration des droits de l'homme. L'approche égalitaire, c'est réaffirmer, garantir par des textes de loi, voire des sanctions, l'égalité de tous, mais ça s'est fait au moment où on a voulu aussi affirmer la notion de nation en Occident, et ça s'est fait tout en affirmant l'égalité de tous, affirmer la différence nationale et donc peut-être renforcer les discriminations. Donc on a créé, à la fin de ce qu'on appelle Early Modernity, donc au début de la modernité, on a créé un double processus de désir de reconnaissance d'égalité, mais en même temps de discrimination. Une machine un peu infernale dans notre Occident, le nazisme en étant un des produits ultimes, si vous voulez y penser. De l'autre côté, bien entendu, l'approche diversitaire a des racines plus récentes, quoique il faudra en faire une généalogie un peu plus fine, mais elle est issue de la révolution sexuelle, bien entendu. Il faudrait revenir à tout un tas de travaux sur la sensibilité, les orientations, et des revendications contre les discriminations liées à l'immigration, après, bien entendu, la décolonisation. L'approche diversitaire, et la définition est très importante, c'est solutionner le problème des discriminations en faisant la part à la diversité des situations vécues. C'est du cas par cas, c'est du personnalisé, officiellement, alors que l'approche égalitaire est plus du quantitatif, quelque chose qui est un peu plus mécaniste et large. D'ailleurs, les revues RH en font état, en valorisant l'approche diversitaire, en disant qu'elle est plus individualisée, plus personnalisée. Bien entendu, en termes de modalité, l'approche égalitaire est plus juridique ou juridico-managériale dans ses évolutions ultimes, qu'on peut observer et qu'on verra un peu dans des variables entre deux pays. L'exercice est rapide, donc je n'ai pas pu analyser autant que je voulais, alors que l'approche diversitaire s'avoue pleinement, et d'ailleurs elle a émergé au moment où les sciences de gestion ont vraiment aussi émergé, c'est très intéressant de voir les convergences, elle est managériale et elle est stratégique pleinement et entièrement. Alors, quand on compare, bien entendu, le royaume de l'égalité et le royaume de la diversité, on va essayer de faire un bilan au regard de populations doublement discriminées et qui, à mon avis, du fait de ces deux politiques, vont être perdantes. C'est un peu la conclusion que je tire. Certes, du côté de la France et de la Grande-Bretagne, il y a des lois, beaucoup, et d'ailleurs, dès qu'on attaque la question des lois, il y a bien entendu un problème pour les femmes immigrées, c'est que ces lois, d'un côté, parlent de femmes, d'autre côté, parlent d'immigrés, mais parlent très rarement de femmes immigrées. Donc, il y a un moment où elles cochent plus vraiment une case et elles sont un groupe difficilement identifié, mais que d'ailleurs que l'on ne veut pas nécessairement identifier. D'ailleurs, dans le chiffrage, les deux pays chiffrent différemment les populations dites immigrées en France, les populations dites minorités visibles en Grande-Bretagne.
Pour répondre, bien entendu, à cela, des organismes sont apparus et ont évolué depuis la fin des années 90, la HALDE étant d'une création récente, mais elle est issue d'une entité plus ancienne, qui ont eu pour soin des instances de médiation et de sensibilisation aux problèmes, d'ailleurs avec une belle évolution de la HALDE qui essaye de traiter au cas par cas. Donc il y aurait dans l'approche égalitaire quelque chose qui montrerait une approche diversitaire. Le Government Equalities Office en Grande-Bretagne est une instance de médiation et de sensibilisation de la même façon que la HALDE, mais ajoute quelque chose, un plus, elle coordonne tout un tas de concils, de sites, de forums qui lui permet alors de donner une vision stratégique de développement en faveur de tout ce qui est la discrimination. Et je dirais qu'il y a une vision stratégique de la gestion des minorités en Grande-Bretagne qui est moins claire au niveau français d'un point de vue institutionnel. Je donne une petite remarque. Les chiffres sur les femmes immigrées en Angleterre sont donnés par les chiffres ministériels sur 4 sites officiels. En France, c'est sur le site de Ni pute ni soumise. Vous voyez un peu le décalage. Bon, mais pourquoi ? Parce que nous ne chiffrons pas ce type de choses en France et que bien entendu nous arrivons à des cas assez pour un chercheur un peu particuliers. Les accords d'entreprise, qui sont aussi du ressort de l'égalitaire et qui ont été véritablement portés durant ces 5 à ces 10 dernières années, sont présents, mais vous voyez que les bilans, je ne ferai pas une définition des accords d'entreprise, vous les connaissez bien, sont bien entendu assez sombres aussi pour tout ce qui est, ne serait-ce que l'égalité professionnelle, je ne dis même pas l'égalité professionnelle des populations femmes immigrées. En effet, sur ces accords, il y en a un grand nombre, quand même en France, 1,6% abordent la question de l'égalité professionnelle. De l'autre côté, l'Angleterre a eu une approche plus terrain en proposant des audits de rémunération équitable et en y impliquant, en désirant y impliquer 10 000 entreprises. En moins de 5 ans, sur ces 10 000 entreprises, seulement 200 y ont été impliquées. Donc là encore, vous voyez que ne serait-ce que la question de l'égalité professionnelle à travers les accords est marginale. Je ne vous dirai pas de l'égalité professionnelle entre femmes immigrées et femmes dites natives. Ce serait encore plus complexe. Enfin, les résultats, eux, sont sombres. Bien entendu, le taux de chômage de femmes immigrées en France est de 21,1%. Il est beaucoup plus élevé dans l'ensemble que dans le domaine que les femmes dites natives. Mais, et en plus, en termes de chômage dans le domaine du management, certains rapports montrent que le chômage et le temps d'entrée à l'embauche est 2 fois plus long pour une femme issue de l'immigration. Bien entendu, ceci marque une forte précarisation des emplois qui concernent les femmes immigrées et les femmes seules, en plus. Les femmes issues des minorités visibles en Grande-Bretagne, elles aussi, finalement, en dépit d'une approche égalitaire quand même très concertée, très soutenue et qui essaye de recroiser un certain nombre de choses, les résultats sont moins bons puisqu'il y a une chute du taux d'emploi ces 10 dernières années. Et puis, le fait, c'est aussi qu'elles reprennent 2 fois moins leur emploi après le 2e enfant, donc elles sont un peu exclues de ce domaine. Alors nous allons passer au bilan des politiques dites diversitaires. J'ai fait une erreur dans le titre, je suis désolé. Alors, le centre Lehman Brothers, bien entendu, ce titre est un peu passé, mais c'est la London Business School qui a quand même mené l'enquête, a identifié et a surtout impliqué et a vu comment un certain nombre de grands groupes, nous verrons que l'approche diversitaire est comme le phénomène des grands groupes, 5 processus pour promouvoir la diversité, on en a parlé préalablement. Les 3 premiers, on les enregistre globalement aujourd'hui comme réellement appliqués dans au moins 50% des grands groupes internationaux, qui sont ni français ni anglais, donc là j'avais pas réellement de contraste à mettre en évidence, avec bien entendu de plus en plus un recensement des grandes pratiques et un chiffrage, qui était réellement de normes, des mesures pour favoriser la flexibilité, et puis encourager les réseaux et clubs de réseaux, et d'ailleurs aussi en France, par exemple, un certain nombre d'associations dans l'entreprise et hors de l'entreprise ont été encouragées, même des RH ont permis, bien entendu, l'émergence d'un certain nombre de choses très intéressantes. Les 2 derniers points, ils ont été aussi abordés préalablement.
Le coaching et le mentoring des minoritaires, femmes immigrées dans l'entreprise, reste quelque chose d'encore très lointain au niveau du marché de l'offre de la formation française ou anglaise, plus important quand même au niveau du marché de la formation anglaise. C'est 0,25%, hein, ce qu'on appellerait des formations uniquement féminines en France aujourd'hui, au niveau du marché de l'éducation. Donc c'est quasiment une poussière d'étoiles. Donc ce sont des choses quand même assez particulières et des coachs spécialisés en coaching féminin, là encore, des choses encore très rares, plus développées bien entendu en Grande-Bretagne, vous vous imaginez. Enfin, dernière étape, ça a été abordé aussi, sensibilisation des populations majoritaires masculines, blanches, hétérosexuels, aux enjeux de la diversité. Ça, c'est aussi un grand enjeu. Lehman Brothers, par exemple, avait mené un certain nombre de préconisations au niveau de sa RH pour ramener un certain nombre de ces cadres masculins à prendre en compte quand même le travail des stéréotypes, les limites des stéréotypes, les négociations des stéréotypes, les compromis autour des stéréotypes. Et ça avait fait, paraît-il, pas mal de bien. Peu d'enquêtes ont été menées autour de cette expérience. L'Oréal s'y est aussi lancé, un certain nombre de grands groupes. Ce sont des expériences très délicates, hein. Il faudrait d'ailleurs poser le point de focalisation parce qu'on peut aussi renforcer des stéréotypes en essayant de déconstruire des stéréotypes. Ça, c'est un enjeu pas facile. Donc, la diversité demeure le fait des grands groupes. Les résultats pour les cadres femmes immigrées restent encore quand même en Grande-Bretagne, même si elles sont fortement recherchées et recrutées ces 5 dernières années. Il y a des priorités qui ont été données. Elles restent quand même une masse, on dira, marginale. Concernant la diversité et les PME, ce que je dirais synthétiquement, c'est que généralement, les PME sont intéressées par la diversité si le chef d'entreprise a souffert de discrimination et a fait un travail autour de ça. Vous avez le cas de Bâtissol en France, qui est une très belle étude de cas, une très rare, auquel je vous renvoie, j'en parle dans l'article. Et puis aussi les chefs d'entreprise qui ont été confrontés pour des secteurs particuliers à des problèmes et des conflits de discrimination violents. Et là, d'une façon assez étonnante, bâtiments, construction, industrie du bois, en particulier en Grande-Bretagne, font un grand effort de formation collective entre PME pour essayer de promouvoir les femmes et les femmes immigrées. Voilà. En conclusion, et ça, c'est un point très important, peut-être y a-t-il une troisième voie qui serait l'entrepreneuriat. Cette troisième voie, bien entendu, puisque fréquemment, lorsqu'il y a plafond de verre, il y a bien entendu, plafond de verre ou discrimination, il y a bien entendu l'entrepreneur une capacité de créer son activité. Alors, on observe globalement autour de l'entrepreneuriat féminin en tant que tel des freins personnels, hein, toutes les inhibitions liées à l'éducation depuis qu'on est petite fille, et puis des problèmes de formation récurrents, notoires, et on a du mal à y pallier. Hein. La PCE en France essaye fondamentalement de proposer des formations aux femmes entrepreneurs, notre école aussi d'ailleurs, mais c'est un vrai problème. Et puis des barrières présentes, hein, bel et bien, en particulier la difficulté, en Grande-Bretagne c'est fort, hein, c'est déjà analysé et étudié, la difficulté à étendre l'activité par-delà le marché d'origine. On note quand même scientifiquement peu de chiffres sur les femmes managers immigrées en France, peu d'études. En Grande-Bretagne, un certain nombre d'études qui commencent à observer les comportements des femmes immigrées dans l'univers managérial, aussi bien dans tout ce qui est management du changement que management de l'innovation. Donc, quelques pointes intéressantes ces 5-6 dernières années. Ma question finale, et vous allez peut-être la trouver provocatrice, mais travaillant beaucoup sur le gender et l'entrepreneuriat, c'est un enjeu, je pense, c'est à mon avis que l'identité est instrumentalisée par les approches égalitaires et diversitaires de fait, qu'il faudra peut-être les affiner, les retravailler, c'est-à-dire que l'identité est quand même perçue essentiellement comme un moyen de réconciliation individu-société, plus que véritablement comme un moyen de travailler et vivre ensemble, qui était dans les analyses de Weber, quelque chose qui était posé à travers la question de la différence dans les années 20 ou 30. On a perdu peut-être cela. En fait, on a instrumentalisé l'identité. Et il faudrait revenir à une vision de l'identité qui serait la capacité de la percevoir comme une hypothèse, voire une opportunité entrepreneuriale. Et quand je dis opportunité entrepreneuriale, quelque chose que puisse se réapproprier individuellement la personne, acteur de sa formation, acteur de son recrutement ou acteur de son évolution dans l'entreprise, avec des référentiels de compétences qui fassent la place, bien entendu, à ce qui serait vécu comme une identité, non pas un potentiel à produire, sur lesquels il y a une attente et une tension très très forte, qui peuvent bloquer, qui peuvent d'ailleurs tôt ou tard, autour des groupes de recrutement, discriminer à un moment ou à un autre, mais
plutôt quelque chose qui laisse la place aux individus recrutés qui sont en train de construire des modèles de rôle pour les prochains individus à recruter, qui laisse la place à ces gens-là de n'être pas simplement des prototypes devant démontrer qu'il y a un potentiel de la diversité à réaliser ici et maintenant. Et vous avez aussi des pressions qui se font et des déceptions qui se font dans les entreprises, qui font aussi qu'ensuite les RH réhésitent à étendre leur éventail de recrutement. C'est qu'à force d'avoir fait pression sur des femmes immigrées recrutées, et là les articles anglais en font état, il y a bien entendu une sorte de laisser-aller, de distanciation, de retour finalement au domicile et à l'univers familial et privé, parce qu'il y a eu une véritable pression, voulait créer des modèles de rôle et des prototypes modèles de rôle. Donc on a objet-ifié ou instrumentalisé cette première génération et demie de femmes qui ont été recrutées à travers des politiques diversitaires.